Lorsque les scientifiques ont découvert la vidéo de cette créature, ils ont eu le souffle coupé. Certains ont même cru à un trucage. Son apparence est étrange. Surnommé « Diable noir des mers », le mélanocète ne doit pas ce nom qu'à son physique. Découvrez son mode de vie et vous comprendrez pourquoi. Commençons par son habitat, car c'est là que réside toute l'histoire. Ce poisson passe sa vie dans les profondeurs de l'océan, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Il y règne une obscurité totale, un froid glacial, et le poids de toute cette eau au-dessus vous écraserait. Presque rien ne peut survivre là-bas. Vous et moi, nous ne le pourrions certainement pas, mais le mélanocète, lui, y a élu domicile. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Imaginez que vous êtes dans une pièce plongée dans l'obscurité totale et que vous avez faim. Rien que pour atteindre le réfrigérateur, vous vous cogneriez contre les meubles, même en sachant qu'il est là. Maintenant, imaginez devoir chasser dans cette obscurité en attrapant une proie vivante à l'aveugle. Alors, que faites-vous? Vous apportez votre propre lumière. La femelle mélanocète possède un petit leurre lumineux qui pend devant sa bouche comme une minuscule lampe au bout d'une canne à pêche et cela ne nécessite aucune électricité. Au lieu de cela, de minuscules bactéries luminescentes vivent à l'intérieur du leurre et l'éclairent pour elles. Les petits poissons repèrent la lueur dans l'obscurité, s'approchent pour enquêter et nagent droit dans ses mâchoires, et ces mâchoires ne sont pas une plaisanterie. Ce poisson a une bouche remplie de longues dents acérées comme des aiguilles et un estomac extensible, ce qui signifie qu'il peut avaler des proies plus grosses que son propre corps. Dans un endroit où la nourriture est rare, vous mangez tout ce que vous pouvez obtenir et vous ne le laissez pas s'échapper. Maintenant, voici la partie la plus étrange de toutes. Les mâles, tout ce que je viens de décrire, ce n'est que la femelle. Le mâle est minuscule, à peine de la taille de votre ongle, sans leurre lumineux ni dents géantes. Il n'a qu'une seule mission. Quand il trouve une femelle dans cette obscurité sans fin, il s'accroche à elle un instant pour aider à faire des bébés, puis il s'en va. Pendant plus de 100 ans, nous n'avons vu ces poissons qu'inanimés, remontés morts dans des filets. Puis, au large des îles Canaries, l'un d'eux est apparu vivant près de la surface en plein jour pour la toute première fois filmé. Il n'a pas survécu longtemps après, mais pendant un instant, nous avons pu voir un véritable monstre marin en pleine lumière, là où il n'était jamais censé se trouver. En 1969, deux frères sont allés pêcher sur la rivière Altamaha, dans la région de Clark's Bluff. Ils ont lancé leur canne à pêche, prêts à attendre que des poissons mordent à leur appât. Mais à ce moment-là, ils ont vu quelque chose d'étrange. Au début, ils ont pensé que c'était un esturgeon. Mais ensuite, ils ont vu que la longueur de cet esturgeon était d'environ 4 mètres, presque aussi grand que 2 basketteurs. Bien sûr, une telle taille n'effrayait pas les frères, car certaines espèces d'esturgeons peuvent atteindre une longueur de 7 mètres, soit environ 3 basketteurs et demi. Autre chose les a surpris. Le visage de cette créature ressemblait à celui d'un alligator. La queue était horizontale. Elle avait une crête triangulaire le long de son corps supérieur, et des dents pointues de couleur métallique dépassèrent de sa bouche. Une créature qui ressemblait à un dinosaure était un phénomène assez inhabituel pour l'époque où Steven Spielberg était un jeune réalisateur prometteur et ne songeait même pas à créer Jurassic Park. Ainsi, ce jour-là en 1969, deux frères ont vu quelque chose d'insaisissable, comme Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. Ils ont vu une créature qui faisait l'objet d'histoires depuis des siècles, une créature que l'on recherche encore aujourd'hui. Ils ont rencontré Altamaha. C'est un monstre célèbre dans des cercles restreints, qui vit près de l'embouchure de la rivière Altamaha, dans le sud-est de la Géorgie. Les membres de la tribu Lower Muskogee Creek en parlaient bien avant la colonisation britannique. Dans les temps anciens, il y avait des légendes sur un lézard semblable à un serpent qui mugissait et sifflait. Alors, ce monstre a déjà été insaisissable pendant plusieurs siècles. Mais savez-vous ce qui distingue l'Altamaha de Nessie, du Chupacabra et d'autres? Oui, il n'y a pas de photos ou de vidéos de mauvaise qualité de l'Altamaha, mais il y a une énorme quantité de preuves provenant de différentes époques. Pour les locaux, l'Altamaha est si réel qu'un artiste a créé une statue détaillée de cette bête de rivière. Bien sûr, ce n'est pas exact, car c'est basé sur des témoignages oculaires. Mais vous conviendrez probablement qu'il serait effrayant de voir un tel animal mignon au milieu de la rivière en train de pêcher.
Presque toutes les histoires parlent d'une créature sans membres postérieurs, mais avec des nageoires avant, qui nage comme un dauphin, a un visage de crocodile, de grands yeux et de grandes dents pointues. Elle est grise ou verte avec un ventre blanc jaunâtre et une crête osseuse sur la tête. Et, chose la plus intéressante, des gens ont vu cette créature sous différentes tailles. Bien sûr, quand vous voyez une chose inconnue ressemblant à un dinosaure, vous pouvez exagérer sa taille, ou l'estimer incorrectement, ce qui explique la différence dans les déclarations. Mais il y a aussi une probabilité que la Géorgie abrite une grande famille d'Altamaha. L'un des premiers à voir cette créature et à en faire un rapport à un journal local était le capitaine Delano. Sur sa goélette Eagle, il naviguait près de l'île St. Simons, en dessous de l'embouchure de la rivière Altamaha, lorsqu'il vit une créature d'environ 20 mètres de long, soit presque 2 fois la taille d'un bus scolaire. Son corps était comme un baril, et sa tête ressemblait à celle d'un alligator. Il est possible que le capitaine ait largement exagéré la taille du monstre en raison de l'excitation, mais plusieurs autres personnes qui se trouvaient avec lui dans le bateau ont confirmé ses dires. À partir de ce moment, les rapports sur le monstre de la rivière ont commencé à apparaître plus souvent. Quelqu'un l'a vu scintiller le long de la rivière, d'autres ont vu comment il se comportait de manière défensive envers les gens, et certains ont rapporté que l'Altamaha se prélassait simplement au soleil. Imaginez juste son mécontentement. Non seulement les pêcheurs ont rencontré Altamaha. Dans les années 20 du siècle dernier, des bûcherons traversèrent la rivière et ont vu un énorme monstre semblable à un serpent. En 1935, un groupe de chasseurs a vu une créature qu'ils ont appelée un serpent géant. Dans les années 1940, des scouts ont rencontré une créature similaire. Et dans les années 1950, 2 employés de la prison d'État de Reidsville l'ont vu. Pendant tant d'années, les gens l'ont rencontré, et personne n'a jamais réussi à attraper le monstre. Peut-être est-il plus intelligent qu'il n'en a l'air, et toujours très prudent. Peut-être que les gens ont peur de le toucher. Peut-être le considèrent-ils comme un trésor national et le protègent. Mais un jour, il y eut un cas où l'Altamaha faillit tomber dans un piège. Durant l'été 1980, 2 hommes ont vu un monstre se vautrer sur une rive boueuse. Il semblait coincé et essayait de s'en sortir. Les témoins ont déclaré que la créature à la peau rugueuse et sombre avait finalement quitté la rive, plongé dans l'eau et disparu. Plus tard cette année-là, un autre homme a dit avoir vu quelque chose de similaire. Une créature ressemblant à un serpent, de grande taille, avec 2 bosses brunes émergeant de l'eau. Elle a plongé dans l'eau et a agité la surface comme un bateau en mouvement. D'autres témoins attrapant des crabes ont décrit Altamaha comme la plus grande anguille du monde. D'accord, arrêtez. Beaucoup l'ont vu au siècle dernier, mais qu'en est-il des nouvelles plus récentes? Le monstre est-il encore vivant? Oh, oui. En 2002, un homme remontait une rivière près de la ville de Brunswick en tractant un bateau quand il remarqua quelque chose de grand, 6 mètres de long et environ 2 mètres de large, émergeant de l'eau. En 2010, un photographe a capturé quelque chose d'étrange sur son appareil photo, flottant le long d'un canal dans la ville de Darien. Et ces cas ne sont que ceux dont nous sommes au courant. Sûrement, de nombreuses personnes ont vu cette chose, mais n'en ont pas parlé dans les journaux ou sur Internet. Si vous ne croyez pas ces histoires, vous pouvez aller à Darien, monter sur un bateau et naviguer le long du fleuve pour voir ce monstre de vos propres yeux. Oui, selon les rapports, cette créature essaie toujours d'éviter les gens. Elle est très prudente, mais tout de même, vous ne devriez pas vous approcher trop près de ce lézard d'eau 2 fois plus grand qu'un autobus scolaire. Si vous ne voyez rien, alors rendez-vous au musée de Darien pour prendre une photo de la statue d'Altamaha. Il y a également des souvenirs à l'effigie de ce monstre. Mais supposons que vous, ou quelqu'un d'autre, ayez réussi non seulement à prendre une photo nette de l'Altamaha, mais aussi à l'attraper. Quelle est la prochaine étape? Que direz-vous au monde? Et comment celui-ci réagira-t-il? Que deviendra le pauvre animal entouré de millions de flashs des caméras des journalistes? Les gens en feront-ils un spectacle ou l'enverront-ils à un laboratoire? Heureusement, en 2001, les scientifiques ont déjà élaboré un plan d'action. Ce plan a été élaboré par l'Agence écossaise de la nature, Nature Scott, car il s'inquiétait au sujet du monstre du Loch Ness. À un moment donné, il est devenu trop populaire, et trop de personnes ont essayé de l'attraper, ce qui a poussé l'agence à se préoccuper de sauver la vie de la célèbre créature. Ils ont présenté le plan de contingence pour Nessie, qui peut également être utilisé pour tout animal inconnu vivant dans l'eau ou sur Terre. Selon le plan, si le lézard antique est capturé, les scientifiques devraient prélever un échantillon de son ADN et simplement le relâcher dans la nature. D'accord.
l'animal bénéficiera de la même protection légale que les autres espèces sauvages en Écosse. Toutes les tentatives pour l'attraper seront interdites. Mais imaginons que c'est exactement ce qui se passe. Des scientifiques reçoivent un échantillon d'ADN de l'Altamaha, du monstre du Loch Ness ou d'autres créatures similaires. Qu'est-ce que cela pourrait être? Certains descendants anciens de dinosaures? Par exemple, le plésiosaure ressemble à un parent éloigné de ces monstres. Il est immense et possède un long cou et une bouche garnie de dents. Et si celui-ci avait réussi à survivre et à atteindre la rivière Altamaha? Ou cela pourrait être une espèce totalement nouvelle et inconnue qui vit dans les eaux douces profondes. Certaines personnes qui ont vu l'Altamaha ont dit qu'il produisait un sifflement. Et si c'était une sorte de python ou d'anaconda ancien qui aurait évolué de la terre à l'eau et développé des nageoires? En tout cas, on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une sorte d'anguille ou d'esturgeon. Un jour, quelqu'un l'a vu, a été impressionné et l'a raconté à d'autres avec beaucoup d'exagération. Tout le monde l'a cru et a commencé à diffuser l'histoire. Qu'en pensez-vous? La vallée de la mort, l'endroit le plus chaud, le plus sec et le plus bas d'Amérique du Nord. C'est aussi un parc national plus grand que certains pays entiers, comme Chypre ou la Gambie. Mais ce qui rend ces déserts vraiment uniques, c'est qu'il abrite l'un des poissons les plus rares de la planète. Non seulement il prospère dans le désert, mais il survit aussi avec très peu d'oxygène et se prélasse dans une eau assez chaude pour cuire votre saumon. Avant toute chose, le fait que ces petits gars vivent dans le désert ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Même ces poissons hors du commun ont besoin de ce précieux liquide, comme n'importe quel autre poisson. Ne tombez pas dans l'idée reçue que désert signifie absence d'eau. Par exemple, l'Antarctique est techniquement un désert polaire, mais imaginez la quantité d'eau que vous obtiendriez en faisant fondre toute cette glace. Donc, les déserts ne se définissent pas par l'absence totale d'eau, ils se définissent par des précipitations extrêmement faibles. C'est pourquoi vous ne verrez généralement pas beaucoup d'eau en surface. Dans la vallée de la mort, si vous voulez en trouver, il faudra chercher plus profond, parfois dans des fissures inquiétantes dans le sol. En voici une, Devil's Hole. Maintenant que vous êtes au bord de ce trou, ne sautez pas dedans, contentez-vous de regarder. Vous voyez cette tache sombre? C'est entièrement de l'eau. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. La caverne s'est formée il y a environ 500 000 ans, et l'ensemble du système est extrêmement sensible. On y observe même des sèches, des vagues de balancement dans l'eau qui peuvent être déclenchées par des séismes lointains. Ainsi, un tremblement de terre au Japon peut réellement affecter l'activité géologique jusqu'au Nevada. Inutile de dire que le fond n'a jamais été entièrement cartographié. Les passages et ramifications là-dessous sont étroits, et ceux qui tentent de les explorer ont la fâcheuse habitude de ne jamais revenir. C'est déjà arrivé plusieurs fois, et là-dessous, là où l'homme ne peut même pas accéder, encore moins survivre, vit un petit banc de poissons extrêmement résistants, les pupfish de Devil's Hole. Ils ont été découverts il y a environ 100 ans. Ces poissons ne plongent pas en profondeur, ils restent près de la surface. Bien que Devil's Hole fasse plus de 130 mètres de profondeur, les pupfish ne se trouvent que dans les 25 premiers mètres. Rien de très impressionnant jusque-là, mais pour vraiment mesurer à quel point ces poissons sont résistants, il faut comprendre comment fonctionne l'oxygène et la physiologie des poissons. Commençons par un peu de théorie. Il existe une unité appelée partie par million, utilisée pour mesurer la concentration de substances dans l'eau, dont l'oxygène. Pour qu'un poisson ordinaire prospère, l'oxygène dissous doit être d'environ 5 à 6 parties par million. Mais dans Devil's Hole, le taux d'oxygène dissous n'est que d'environ 2,5 à 3 parties par million. Des niveaux d'oxygène dissous inférieurs à 3 parties par million deviennent stressants pour la plupart des organismes aquatiques, et des niveaux très bas ne permettent généralement pas la survie des poissons. En gros, les pupfish de Devil's Hole ne reçoivent qu'environ 50% de l'oxygène dont un poisson normal a besoin. Pour traduire ça en termes humains, un poisson normal dans ces conditions ressentirait la même chose qu'une personne lambda, non préparée, au sommet de l'Everest, en grave manque d'oxygène. La plupart des poissons y passeraient tout simplement dans ces conditions. Et il y a un détail supplémentaire qui aggrave encore les choses. L'eau plus chaude retient moins d'oxygène et accélère aussi le métabolisme des poissons, ce qui rend 2,5 parties par million bien plus létal en été qu'en hiver. N'oubliez pas, on parle d'une fissure dans la vallée de la mort. Les hivers ici ne sont pas aussi rudes qu'au Canada, mais les étés sont absolument torrides. Maintenant, vous commencez à voir le double problème. Non seulement il y a très peu d'oxygène, mais l'eau est aussi extrêmement chaude pour un poisson ordinaire.
Dans Devil Hall, la température de l'eau peut atteindre 42 degrés Celsius. Et si vous pensez, bof, c'est pas un café McDonald's, je comprends. C'est vrai que ce qu'on considère comme vraiment chaud peut atteindre, disons, 77 degrés. Mais la plupart des poissons d'aquarium prospèrent entre 24 et 27 degrés. Et beaucoup de poissons tropicaux commencent à souffrir quand l'eau dépasse 32 degrés. Et quand j'ai dit que l'eau de Devil's Hall pouvait cuire votre saumon, je ne mentais pas non plus. J'ai juste un peu exagéré. Cette température ne vous cuira pas un steak, mais certaines techniques de cuisson utilisent ces conditions. Par exemple, si vous aimez votre poisson saignant. Si vous voulez imaginer ce que ça fait d'être un pupfish, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été dans un jacuzzi? Si la réponse est oui, alors vous savez à peu près ce que c'est, mais en un peu plus chaud que d'habitude. Les jacuzzis sont normalement réglés entre 38 et 39 degrés, et la température maximale sans danger pour un adulte est d'environ 40 degrés. La température dans Devil's Hall peut être encore de quelques degrés supérieure. Quant à leur apparence, ces poissons sont bleus et minuscules, d'environ 2 à 3 cm de long. Cette taille est tout à fait logique. Devil's Hall est un espace confiné, donc un gros poisson n'aurait pas beaucoup de place pour se déplacer. Donc, peu d'oxygène, eau chaude. Mais comment des poissons ont-ils atterri ici au départ? Normalement, les animaux se dispersent d'un endroit à un autre via des habitats connectés, des rivières, des lacs ou des côtes. Mais Devil's Hall n'a rien de tout ça. C'est complètement isolé. Les chercheurs pensent que la réponse remonte à des milliers d'années. Il y a environ 11 000 ans, le climat de cette région a commencé à changer radicalement. À l'époque, la zone avait un tout autre visage. Au lieu du désert, il y avait un vaste réseau de lacs peu profonds et de rivières répartis dans toute la région. Avec le temps, ces eaux se sont lentement asséchées. À mesure que l'ancien réseau de lacs disparaissait, seules quelques sources d'eau subsistaient, des sources salées et isolées disséminées dans le désert. Certaines populations de pupfish ont survécu dans ces sources, coupées les unes des autres. L'isolement peut avoir ses avantages. C'est un petit monde bien fermé, sans prédateurs naturels. Et comme ces poissons se nourrissent d'algues, ils n'ont même pas besoin de chasser. Leur nourriture est partout, comme un buffet à volonté naturelle. Mais il y a un hic. En 2024, les chercheurs ont compté 191 poissons. En 2025, il n'en restait que 38. 2 tremblements de terre seraient à l'origine de cette chute soudaine de la population. Les secousses ont perturbé les algues, principale source de nourriture des poissons, et ont probablement endommagé leurs œufs aussi. Et il est difficile de dire ce que l'avenir leur réserve, d'autant que de nombreuses tentatives de conservation ex situ, c'est-à-dire les élever en dehors de leur fissure d'origine, ont échoué jusqu'ici. Ce ne sont pas seulement les séismes. Dans les années 70, des éleveurs voisins, les Capertz, ont pompé les eaux souterraines pour l'irrigation. Le pompage a baissé le niveau d'eau dans la caverne, menaçant un rebord peu profond baigné de soleil où les poissons se reproduisent. C'est devenu si grave que la Cour suprême des États-Unis a restreint ce pompage. Le pupfish de Devil's Hall n'est pas le seul poisson rare et inhabituel. Voici le goby du désert. Et non, ces poissons ne vivent pas dans le désert de Gobi, mais en Australie. Et honnêtement, celui-ci pourrait être encore plus résistant que le pupfish. Cette espèce s'appelle scientifiquement Chlamydogobius eremias. En Australie méridionale, il y a le lac Eyre. C'est un bon point de repère, et en plus, il est magnifique. Les gobies du désert ne vivent pas dans le lac lui-même, car il est très difficile d'y survivre, même pour les poissons les plus résistants. Ils vivent plutôt dans des sources d'eau douce isolées, des forages artésiens, des puits et des mares temporaires, généralement autour de rochers et d'autres abris immergés. Ces poissons supportent des températures extrêmement élevées et des variations spectaculaires, allant d'environ 5 degrés à 41 degrés Celsius. Les variations de pH ne les dérangent pas beaucoup non plus. L'échelle de pH mesure l'acidité et l'alcalinité. Il tolère une eau avec un pH allant de 6,5 à 11. Ça signifie que les gobies du désert survivent dans des conditions comparables à une eau légèrement acide, autour de 6,5 à 7 au sang humain, environ 7,4, à des solutions de bicarbonate ou de borax, autour de 9 à 10, et même à des solutions d'ammoniac dilué vers 11. Ils prospèrent aussi dans une salinité très élevée. Certains bassins intérieurs où ils vivent ont une salinité allant d'environ 1 à 37,5 pour 1000, alors que l'océan est en moyenne à 35 pour 1000.
et ils ont besoin d'encore moins d'oxygène dissous que les pupfish. Des niveaux aussi bas que 0,8 parties par million restent supportables. Bien qu'ils ne soient pas amphibies, ils peuvent survivre en conditions hypoxiques grâce à une forme de respiration aérienne. Le poisson maintient une bulle d'air appelée bulle buccale contre le palais de sa bouche et en extrait l'oxygène. Bon, je suis impressionné. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lequel est le plus résistant? Dites-le moi en commentaire.